Et à présent, mesdames et messieurs, nous parvenons à notre débat principal d'aujourd'hui, centré sur la visite d'inspection du Premier ministre en Sainte-Catherine, à Sainte-Catherine, sur le mont, le sud du Sinaï. Et pour mieux aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio Dr Manal Mourad, qui est guide touristique, experte en tourisme et également égyptologue. Bonjour et bienvenue. Bonjour Samer, bonjour Yara, comment allez-vous? Merci, ça va bien. Alors, si on parle premièrement de cette visite d'inspection du Premier ministre dans la ville de Sainte-Catherine, certainement la COP 27 est prévue à Sharm el-Sheikh, mais les environs de Sharm el-Sheikh figurent parmi elles certainement la ville de Sainte-Catherine, la ville de Dahab et autres endroits, mais Sainte-Catherine a une profondeur, je dirais, plus d'histoire, n'est-ce pas? Sainte-Catherine, tout le temps, elle a attiré le monde entier. C'est un site religieux assez attirant, assez important. On ne peut pas oublier le mont Moïse, le monastère lui-même. Il y a une légende qui dit que Hélène, la mère de l'empereur Constantin Ier, qui rêvait de faire une chapelle par rapport à l'arbre de Moïse, le buisson ardent. Oui. Et puis, à l'époque de l'empereur romain Justinien, ce fut vraiment une date spectaculaire avec la construction du monastère lui-même qui existe là-bas. Sainte-Catherine avec le mont Moïse, avec les monastères, avec aussi la vie des ermites et des moines, ça attire le monde entier. Certainement. Et on a un petit commentaire sur ce sujet avant de continuer notre débat, mesdames et messieurs. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a inspecté le projet de développement de la zone de Wadi Dir, située dans les environs du monastère de Sainte-Catherine. M. Madbouli a visité le monastère Sainte-Catherine où il a inspecté ses sections et a parlé avec les prêtres du monastère de la vision de développement de la zone. Il a affirmé son attachement à ce que les travaux de développement préservent la nature de la zone et son caractère spirituel. En louant le projet, M. Madbouli a affirmé que ce dernier revêtait d'une grande importance pour le secteur du tourisme spirituel, surtout que la zone abrite les 3 religions monothéistes. Les pères du monastère ont loué ce projet important mis en œuvre dans la zone, affirmant qu'ils apprécient l'intérêt accordé par l'État à la préservation du caractère historique des bâtiments. Oui, docteur Manel, vous parliez tout à l'heure de l'importance de cet endroit, de cette petite ville de Sainte-Catherine. Oui, figurez-vous, c'est un des plus célèbres monastères au monde, pas seulement en Égypte. Le monastère Sainte-Catherine, qui est actuellement habité par nos moines du désert, mais des moines, attention, orthodoxes grecs. Et ça, c'est quand même extraordinaire, parce que la vie monastique a commencé en Égypte d'une façon très très précoce par les premiers ermites du désert, et c'était des ermites chrétiens égyptiens qui sont allés dans le cœur de la montagne pour fuyant la persécution des Romains. Oui. Et c'était très très tôt dans l'histoire, figurez-vous, 287 après le Christ, à l'époque de l'empereur romain Dioclétien, quand il a exterminé 100 000 chrétiens égyptiens d'un coup. Et c'était pour éviter qu'un autre nom de Dieu se prononce sur cette terre. C'était contre le christianisme, grosso modo. Caracalla a fait pire, parce qu'il a aussi exterminé tous les jeunes, tous les hommes seulement. Il a exterminé les masculins. Je parle des hommes, pas avec une grande H, 60 000 personnes.
Et puis, tout de suite, une vie monastique assez prospère, assez codée, dans une doctrine et un dogme assez prononcé, a existé en Égypte. Figurez-vous, Yara et Samah, l'Égypte, c'est le pays qui a exporté, qui a lancé l'idée de la vie monastique dans le monde occidental. Ça vient d'ici. Ça vient de notre désert, de la mer Rouge. La restauration de la zone de Wadi Dir n'est pas le seul projet qui s'intéresse au tourisme religieux. Quels sont les autres sites qui doivent être restaurés ou qui sont en train d'être restaurés ces jours-ci? Vous savez, Yara, on a restauré pas mal de choses, notamment au Caire, dans le quartier El Fostat, il y a ce qu'on appelle le Vieux Caire, avec les plus anciennes... C'était des ruines tout à l'heure. C'était des ruines totalement, avec une forteresse Babylone, dite Babylone, avec les anciens temples convertis aux premières églises, et puis on ne peut pas quand même ne pas prononcer l'église avec la crypte de la Sainte Famille, et qui est très connue, l'église Saint-Serge. Puis aussi la Moallaka. Avec la cave dans laquelle la Sainte Famille s'est réfugiée quand même. Exactement. C'est vraiment très beau. Oui, c'est magnifique et puis c'est plein d'énergie, de vibrations, c'est un lieu de pèlerinage. Comme Sainte-Catherine est un lieu de pèlerinage, aussi nos monastères en gros sont des lieux de pèlerinage extraordinaires. Savez-vous qu'il y a aussi un trajet de monastères? On a 40 couvents, notamment les couvents et les monastères de Wadi Natroun. On a les monastères les plus anciens, entre guillemets, de la mer Rouge, Saint-Paul et Saint-Antoine, je parle de l'Égypte. Et puis Sainte-Catherine qui était nommée comme ainsi seulement au XIIIe siècle. Mais à l'époque des Romains, c'était un monastère géré par les moines. Oui. Et puis aussi pour répondre à Yara, Yara, on a beaucoup de sites religieux en Égypte, notamment chrétiens, juifs, musulmans. On a beaucoup de traces de passage extraordinaires. Oui, certainement, traces de passage. Si on parle du passage de la famille sacrée en Égypte, le refuge même, le Christ, la Vierge Marie et Saint Joseph, ils étaient de passage en Égypte. Une vingtaine de points, je crois. Une vingtaine de points. Oui, à peu exactement. près 25 endroits à visiter. Exactement. Et également, ça leur a pris plus que 3 ans, si je ne me trompe pas. Exactement. La Sainte Famille est restée en Égypte 3 ans et 11 mois. Et c'est beaucoup, c'est énorme. Et puis, dans les conditions de Rome, c'était Hérode qui a lancé l'idée de tuer tous les nouveau-nés. Donc, c'était quand même une sorte de fuite en Égypte. Ce qui est extraordinaire, c'est ce pays qui embrasse le monde entier. Ce pays, l'Égypte, qui est d'une tendresse inouïe, avec une vallée tendre, avec une prospérité, avec sa verdure, vraiment assurer la nourriture. Et toujours l'Égypte, moi je trouve, elle avait les bras ouverts pour recevoir tout le monde, même dans notre histoire contemporaine. Si vous voulez qu'on revienne au monastère Sainte-Catherine, on ne peut pas oublier le mont Moïse. Moïse qui est parti de l'Égypte et qui a fui le Pharaon. Qui a fui le Pharaon et qui a fui aussi des châtiments, punitions de l'époque, puisqu'il y a eu les disputes avec un Égyptien, il l'a tué dans le souk, c'est-à-dire dans le marché de l'époque. Donc il a fui, mais c'était le début d'une exode, avec toute l'histoire de l'Ancien Testament, de la Bible et aussi du Coran, avec la mer Rouge, comment il a pu traverser la mer Rouge, et puis cette mer qui a inondé, soi-disant, l'armée du pharaon avec le pharaon lui-même. Entre guillemets, je ne vais pas vous dire quel pharaon il s'agit, parce que c'est une autre conférence, c'est un autre programme. On va parler de plusieurs. Un autre débat, un autre débat. On a parlé de plusieurs. Les plus célèbres, c'est Ramsès II et son fils Mérim-Pétar. D'accord, c'est-à-dire on peut revenir si vous voulez. Mais ce qui est très important, c'est après toute cette démarche, il va escalader ce mont magnifique, ce mont est dans une spiritualité telle de rencontrer pour la première fois Dieu. Dieu avec un grand D, le Créateur, donc qui lui parle à côté de cet arbre sacré. Et c'est là
que Moïse s'incline à ce monde spirituel. Il ramène les 10 commandements pour descendre voir son peuple, est très déçu parce que ce peuple hébreu, de nouveau, il fabrique ce taureau en or. Cette fois-ci, il demande à son frère qu'est-ce qui se passe et est déçu aussi, continue sa démarche pour prêcher la parole monastique. Toutes les religions monothéistes ont célébré et ont mentionné le mont Moïse. Même dans le Coran, sourate 52 de la grande sourate El-Tour, elle mentionne Moïse. L'Égypte est mentionnée 7 fois, que ce soit dans le Coran ou plusieurs fois dans la Bible. Donc c'est une terre qui a embrassé, surtout au Proche-Orient, nos religions monothéistes. Quels sont les touristes qui s'intéressent à ce genre de tourisme? Quelle tranche d'âge et quelle nationalité? Ah oui, vous savez, les Américains aiment beaucoup venir en Égypte dans cette conception-là. Déjà, ils traversent la Jordanie, Israël aussi, en passant par l'Égypte, mais ils ont une tendance, surtout s'ils sont très pratiquants. Vous savez que les Américains, par rapport aux Européens, sont beaucoup plus pratiquants. Et puis, la vie monastique les attire énormément. On fait visiter avec les Américains les monastères, les couvents, tout ça, et Sainte-Catherine notamment. Aussi les Européens, figurez-vous, même s'ils sont, je veux dire, beaucoup moins sceptiques au côté religieux, mais ils sont très touchés par tout ce qui est spiritualité. Je ne sais pas si vous faites la distinction. Même s'ils sont laïcs, même s'ils sont hors des codes religieux, mais ils seront très attirés par la spiritualité de ces sites-là. Et très souvent, ils veulent voir les couvents, ils veulent voir ce monastère. Surtout lorsque vous mentionnez que ces moines de Sainte-Catherine, ils possèdent la 2e librairie avec les manuscrits les riches au monde, c'est richissime. C'est le 2e après le Vatican. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Donc c'est énorme. Donc il y a une attraction culturelle et spirituelle pour tout le monde occidental, mais aussi les Éthiopiens, mais aussi les Africains, mais aussi les habitants de l'Amérique latine. Et cette année, nous apercevons que beaucoup de Brésiliens, beaucoup des Cubains, beaucoup de ce monde de Pérou, cette Amérique latine, sont très attirés, que ce soit par l'Égypte culturelle ou l'Égypte religieuse. Quand on parle de Sainte-Catherine, on ne peut pas la séparer de l'endroit tout entier. On parle certainement de la visite du monastère, ça c'est primordial, mais plusieurs touristes et visiteurs passent la nuit à monter, escalader la montagne de Moïse et puis descendre le matin pour visiter le monastère et terminer leur visite. Est-ce qu'il y a je dirais, moyens ou des procédures pour promouvoir plus cet endroit emblématique? Oui, je crois que ça vient parce qu'on reste encore dans les conditions les plus primaires. Il y a le chemin de la punition, avec les 3560 marches. Ça, il faut vraiment être dans cet esprit de pèlerinage pour pouvoir les monter. Ça, c'est la dernière tranche de la montagne, en escalier. Exactement. Parce que les 2 tiers sont une route dans laquelle... Avec des rampes. Il y a des chameaux qui montent. Des dromadaires, avec, exactement. Et des gens qui montent. Pas fait pour notre âge. Hein. Si. On s'occupe énormément. Il y a des gens que j'ai vus sur le mont Moïse âgés de 80 ans. C'est vrai. Qui montaient plus. le mont. C'est vrai. Et je vais essayer alors. Et plus, parce que le dromadaire, c'est un animal pas connu pour les Européens et pour les Occidentaux en gros. Il faut le connaître seulement, il faut jouer le jeu. C'est-à-dire, il vous ramène devant, puis en arrière. Il faut jouer le jeu, épouser ses mouvements. Et puis les dromadaires, quand même, c'est une visite très sympathique à faire, parce qu'il y a la moitié de la montagne, on grimpe, que ce soit à pied ou bien
à dos de dromadaire. Ensuite, on est reçu par les Bédouins qui nous servent de guide là-bas et qui nous font avancer vers les escaliers pour assister au lever du soleil, ou bien des fois on fait le coucher de soleil. Oui. C'est grandiose, c'est grandiose. Même c'est extraordinaire d'être là-bas, de voir les rochers, de voir la topographie du site, de monter cette montagne, c'est extraordinaire. Certainement. J'ai une question hors sujet un peu. Allez-y. Bah, vous êtes toujours les guides, les égyptologues, vous êtes très optimiste, vous parlez avec un grand amour en ce qui concerne tous les sites de l'Égypte. Parlez-nous de ce secret. Bah, ce secret, ça vient de notre éducation. Déjà le choix de faire ces études, parce que vous savez très bien, lorsque vous allez faire ces études, c'est pas pour aller, par exemple, à gagner énormément d'argent, à être très célèbre, mais vous êtes dans votre passion. Déjà, vous êtes passionné par l'amour de ce Je dirais pays. amour et fierté. Oui, ça se voit. amour et fierté, ça c'est un. Et puis, c'est une science extraordinaire qui chante déjà l'histoire, l'archéologie, l'anthropologie de ce pays et qui touche aujourd'hui avec les sciences maths, l'astrologie et tout. Donc, il faut être très cultivé, il faut être très sensible à tout avancement scientifique, il faut être amoureux de ce pays, il faut transcender. Donc déjà dans notre éducation culturelle, je parle à l'université, et il y en a parmi nous qui ont fait des doctorats, qui ont fait des thèses énormes, mais qui ont poursuivi cette démarche, ils sont toujours dans cet amour de cette histoire grandiose, et comment ne pas l'être, comment ne pas l'être avec comment dirais-je, cet héritage de 7000 ans, de 5000 ans qu'on porte dans nos gènes, comment ne pas l'être. Il suffit de familiariser, de vulgariser ces informations même dans nos écoles et vous allez voir une génération différente. Nous, on a ce privilège de choisir d'étudier l'Égypte profondément, historiquement parlant, archéologiquement parlant, et je vous assure que chaque fois, ça nous remplit de joie et beaucoup d'espérance. Ça, c'est un. Et puis, chaque fois, nous côtoyons ces sites, chaque fois, on les touche. Chaque fois, les gens nous applaudissent, les gens voient autrement. Et puis, chaque fois, on grandit nous-mêmes, parce que c'est un grand échange. Ouais. Il y a le site qui vous donne des choses et vous émanez aussi de vous-même. Et c'est tout le temps, dans cette vibration. En carrière, non? Non, jamais trop tard, jamais trop tard. Jamais trop tard. Quand on parle d'état d'âme ou d'état d'esprit, quand même, moi, en visitant les pyramides récemment, j'ai senti un changement de tempérament, je dirais. J'étais comme d'habitude, mais en arrivant là-bas, j'étais soulagé, j'étais plein d'énergie, je dirais, énergie positive. Comment vous pouvez expliquer cela quand même? Écoutez, ça s'explique sur beaucoup d'axes. Tout d'abord, on ne peut pas nier que ces sites anciens sont remplis d'énergie, d'histoire. Chaque bloc que vous touchez, il est lui-même un témoignage de cette histoire grandiose. Ça vibre. Et puis aussi, ils ont construit les anciens Égyptiens avec d'autres conceptions. C'est-à-dire, on ne construit pas seulement pour y habiter, on construit pour l'éternité. C'est une autre conception. Et puis, il y a toute une harmonie, toute une danse avec le cosmos, c'est-à-dire c'est très harmonieux. Quand on construit une pyramide, c'est comme si on construit une montagne, donc quelque part pour stabiliser cette terre. Et comme je dis aussi à tous nos visiteurs, cette conception du monde d'une façon tripartite, ciel, terre, sous terre. Donc on est lié quelque part dans la construction, dans son savoir mathématique, dans sa géniosité de poids, de contraintes. Donc on ne fait pas ça seulement pour dire « Ah bravo, vous avez construit un immeuble ». Non, on construit un immeuble pour qu'il soit vivant, pour qu'il émane cette énergie, pour protéger le pharaon.
Ça, c'est un, mais pour protéger aussi le peuple égyptien, et ça, c'est deux. Qu'est-ce que c'est tout ça? C'est une longue histoire aussi. Et si ça vous intéresse, moi, c'est mon thème. Mais malheureusement, c'est mon thème. Malheureusement, Figurez-vous, notre temps arrive à bout. c'est mon thème. Malheureusement. Alors, plus. on a besoin de Oui. vous accueillir une nouvelle fois. Avec un grand Vous verrez, plaisir. Bien sûr. Certainement. Oui, et avec un grand plaisir parce que c'est pas du tout banal, Non. toutes ces constructions. Karnak, sur 2000 ans d'histoire, vous êtes sur son axe, vous voyez le perspective. Il n'y a pas un architecte qui veut ajouter un millimètre de plus sur le même axe. On construit, on Et suit. ça, c'est datant depuis à peu près 5000 ans. N'est-ce pas? Et on suit quoi? On suit une conception religieuse. Comment voulez-vous vous expliquer ça en 2 minutes ou en 2 secondes? Mais c'est un grand thème. Et merci pour me poser cette question. Merci Et à vous. je Ce suis sera notre très, débat pour la prochaine fois. Certainement. avec plaisir, je suis Certainement, très, oui. très honorée d'être avec vous. Bonjour à l'Égypte Plaisir et le bonjour nôtre à tout le toujours. monde. Merci. Docteur Manal Mourad, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres. Je répète que vous êtes guide touristique, expert en tourisme et égyptologue. Merci à vous. Merci. Chers Merci beaucoup. téléspectateurs, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Sameh, merci mesdames et messieurs et à la prochaine.